CH, laisse-le développer le sang, après tu vas le rattraper. Voilà. Voilà. Parce qu'il n'a rien compris. Je reprends. Non, J'ai par contre, dit dis pas qu'il a ici, rien compris, mais tu Tu peux. vois, il n'a rien compris. Il non, n'a tu vois, t'es dans absolument l'agression comme rien je suis Non, c'est pas pas. d'accord avec toi, j'ai Attends. rien Attends. compris. C'est pas qu'il a rien compris, c'est que toi, au début, tu as parlé de indépendance, qu'ils n'ont pas voulu rester dans l'indépendance. Donc, en tout cas, tu t'as clairement enseigné que, à la base, tu vois, c'est comme si c'était à eux. C'est pour ça qu'il t'a repris. Ok. Je vais reprendre. Je reprends les propos de Bakel, qui a dit la rébellion Touareg est alimentée par une grande partie de l'État algérien et par une partie de la Mauritanie qui soutient ces rebelles-là. Et c'est ce qui a participé à l'un des problèmes qu'il y a aujourd'hui au Mali. Et moi, j'ai dit, oui, moi, c'est sur ce point-là que je veux te reprendre, Bakel. Voilà, en Je disant vais qu'il faut pas pas plutôt. mettre que c'est pas l'État en fait qui est impliqué. Mon ami, tu sais que c'est moi le modérateur, non? Si tu n'arrêtes pas de Ouais, me couper, Cheikh, moi, laisse-le, t'inquiète, on va y arriver. On a tout le temps, mon frère. ouais, c'est maintenant qu'on a ouvert le panel. Acceptez qu'on puisse échanger. Si on ne peut pas parler, ça sert à quoi? Je dis, faut couper ton micro, chef. Ouais, pardon. Pardon. Tu as vu, on est en train de perdre le temps. Parce que si tu m'avais laissé, actuellement, j'avais fini, les gens avaient la parole. On est en train de perdre le temps sur un petit point seulement que je n'étais pas d'accord dans ce que Baké m'a dit. Donc, je disais que, en ce qui concerne la rébellion Touareg, ce n'est pas l'État algérien, ce n'est pas l'État malien qui est derrière ces soutiens que ces Touaregs ont. Non, c'est plutôt les populations Touareg qui, eux, sont par exemple en Mauritanie, sont aussi en Algérie, qui, eux, soutiennent cette volonté d'indépendance. Pourquoi? Parce que dès les indépendances déjà, les Touaregs, eux, revendiquaient un espace Touareg qui s'étendait d'une grande partie une partie du Mali et une partie de l'Algérie et une partie même de la Mauritanie. Ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir gain de cause en Algérie parce que, bon, l'Algérie était toute puissante et puis, bon, la France et tout ça. Mais ils voulaient vraiment garder leur indépendance vis-à-vis du Mali, des autres populations maliennes, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient complètement différents d'eux. Et comme j'ai dit, leur soutien est venu de quoi? Des autres Touaregs qui sont dans les autres pays, qui finançaient, qui payent, qui donnaient de l'argent, parce que les Touaregs, on les connaît, hein, ils sont dans le commerce, ils sont dans beaucoup de choses. Donc c'est eux-là, dès le départ, qui finançaient cette rébellion-là. Et ça, c'est sourcé, plein de journalistes l'ont écrit. Quand vous prenez même, même les Algériens même en parlent. Ces riches, ces grands hommes d'affaires algériens, Touareg, qui soutiennent cette rébellion. Mais ce n'est pas l'État. Parce que venir dire l'État, moi, j'ai un peu un problème avec ça. Bon, madame, est-ce qu'on peut vous répondre maintenant? Est-ce qu'on peut répondre un peu? Il faut essayer de nuancer un peu ce qu'on dit. Non, madame, excusez-moi. Donc, moi, je veux juste vous répondre sur un point quand vous dites que ce n'est pas l'État. Je veux juste vous répondre sur un point. Voilà. Donc, comme je le disais, sur ça, je ne vais pas essayer d'aborder les autres points parce que vous allez me trouver long. J'ai voulu faire un peu vite quand même pour sur ça et puis peut-être quand même vous donner la parole parce que je vois que vous mourrez d'envie de parler. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on fait par ordre d'arrivée ou bien on laisse Cheikh rebondir? Parce que s'il rebondit, je serai obligé de répondre derrière. Laisse Cheikh rebondir, laisse-le rebondir, mon frère. Après, je réponds derrière à ce qu'il va dire. Vas-y, Cheikh. Merci. En fait, moi, je veux rebondir juste sur un point. Quand tu dis que ce n'est pas les États algériens, tout ça, qui sont impliqués dans le soutien des Touaregs, etc., ou même des groupes armés rebelles, moi, j'ai juste un exemple à donner. Ce qui a mis fin à l'accord d'Alger dernièrement, c'est justement ce qu'on a vu. Les vidéos qui ont fuité, c'est même pas ça a fuité parce que c'était officiel. C'est-à-dire les groupes armés du Mali ont été reçus par le président de la République d'Algérie, qui a déroulé le tapis rouge aux différents groupes rebelles Touareg et à différents aussi groupes rebelles armés. Donc dire que l'État ne donne pas son soutien, je sais pas, moi ce qu'on voit dans l'actualité, c'est le contraire. On voit que c'est bien le gouvernement algérien qui appuie les accords d'Alger, et on a vu ensuite que
quand l'armée malienne a combattu les dernières forces rebelles, on va dire, armées, elles sont parties se réfugier où? En Algérie. Et elles ont été reçues dans le palais présidentiel algérien par le président algérien Tebboune. Donc tout ça, on a vu les images dans l'actualité. On a vu tout ça. Ok, merci. Donc je sais pas comment on peut dire maintenant que le gouvernement ne soutient pas, alors que c'est eux-mêmes qui poussaient pour faire l'accord d'Alger, justement pour que les Touaregs aient leur partie du territoire au Nord Mali. Dernièrement, on a vu aussi que c'est l'État algérien même qui a reçu les groupes rebelles Touaregs, mais aussi, comment ça s'appelle, Imam Dicko. Voilà. Donc comment après ça, on peut dire non, c'est pas les gouvernements qui soutiennent, alors que c'est le gouvernement même algérien qui poussait pour que le Mali reste dans l'accord d'Alger. Donc, je ne sais pas où sont tes sources. Comme tu dis que c'est sourcé, etc., il y a des preuves. Nous, en tout cas, les sources que je te dis, là, on les a tous vues dans l'actualité dernièrement. Ok. Tu reproches à l'Algérie d'accueillir l'un des partis pour laquelle elle-même, elle a réuni sur son sol pour la signature d'un accord. Moi, je pense que... Pas du tout, moi, c'est Voilà, pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est pas... Non, faut pas commencer par mettre des choses dans ma bouche que je n'ai pas dit. Non, tu as parlé... Tu me dis, tu reproches ça, moi, je te dis juste que non. Monsieur Cheikh, on va pas s'en sortir si on fait comme ça. Là, on va pas s'en sortir si tu mets dans ma bouche des paroles que je n'ai pas dites. Voilà, on va pas s'en sortir. Il faut couper ton micro et tu me laisses parler. S'il te plaît. Faut commencer par ne pas mettre dans ma bouche des choses que je n'ai pas dites. S'il te plaît, coupe ton micro. On va y arriver. Tu vois, tu dis que l'Algérie est partie prenante. Mais c'est en Algérie qu'on a signé les accords. Et le président a reçu, comment on appelle ça, les Touaregs, parce que l'armée, les Maliens avaient rompu l'accord. En attaquant... Je suis désolé, l'accord n'était pas encore rompu à cette période-là. Il ne faut pas mentir, l'accord n'était pas rompu à cette période-là. Donc là, déjà, tu falsifies les... Si tu me coupes encore, il te descend. Non, mais il ne faut pas le descendre, frérot. Non. Il a parlé, tout de suite, parce que si tu mens... Non, si tu mens, il faut me descendre tout de suite. Non, mais Cheikh, laisse-le parler. Non, mais pourquoi tu le descends? Non, fais-le monter. Non, frère, laisse-le monter, frérot. Ça sert à rien de faire ça, frère. Non. Là, c'est sur le live de Bakem, t'es en train de censurer, frérot. C'est pas bon. Non, c'est bon, là. Non, fais-le monter. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole sur le sujet. Non, mais pourquoi tu veux pas le laisser parler? Façon, tu veux rebondir sur le sujet? Là, tu l'as fait descendre pour rien, frérot. C'est pas grave. Bakem, il va venir, il va le faire monter. Parce que là, en fait, là, t'es en train de censurer. Au moins, Bakem va gérer le live. Pour le moment, comme c'est moi qui gère... Non, mais parce qu'il dit un truc que tu veux pas entendre... On peut pas parler le frère, voilà. Ça peut pas créer le désordre ici. C'est pas. Mais c'est pas un désordre. C'est pas parce qu'il est pas de ton avis que c'est un désordre. Le hack, s'il te plaît. Attends, le hack, s'il te plaît. C'est bon, j'ai coupé court. Tu attends Bakem. Voilà. De toute façon, si tu veux parler, tu as la parole. Voilà. Oui. Donc, moi, je vais revenir simplement sur cette petite rubrique là. Voilà, par rapport à l'accord d'Alger. Et on sait très bien, par exemple, quand tu prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, la rébellion ivoirienne. Il y a eu l'accord de Ouagadougou. Et on sait pourquoi, quand ils ont tourné un peu partout, pourquoi ils étaient obligés de passer par Ouaga. Et tout le monde le sait qu'on est passé par Ouagadougou pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et on sait que aussi, pour la crise malienne, il y avait l'accord de Ouagadougou pour la crise malienne. Et tout le monde le sait dans la sous-région, quand on passait par Ouagadougou pour alimenter la rébellion. Bakem, fais monter le frère Cheikh, s'il te plaît. Vas-y frère, il faut bien le lever. Voilà, on est passé par l'accord de Ouagadougou. Oui, bonsoir Bakem. Ouais, ça va très bien. Bakem, il y a le frère Cheikh qui était là, qui veut intervenir, mais on l'a descendu pour rien. Le hack, tu parles trop, faut le faire. Après, on va arranger ça. Voilà, donc même Ouagadougou, nous, on avait abrité, par exemple, à l'époque, moi je me rappelle, ça date aux alentours de 2011 par là. Tous les Touaregs, voilà, qui étaient dans le combat. Dans le Bakem, là, tu fais monter des Cisra, là. Hein? Oh, s'il te plaît, pourquoi tu aimes couper les gens? T'inquiète. Mais laisse les gens s'exprimer. Les gens peuvent être C'est qui les Cisra ici?
Non, mais il y aura ton bébé. Voilà, merci, merci bien, Bakem. Donc depuis, voilà, donc Ouagadougou, nous, on a abrité des camps de réfugiés. Et les camps de réfugiés Touareg, ça veut dire quoi? Au fait, c'est un business. C'est le business, comment il faut départager le Mali. Les Touaregs venaient depuis, c'est à côté de Djibo, la bastion Peul. C'est à côté, à la lisière même de la ville. Donc, tous les Touaregs sont descendus au Burkina Faso, garder leurs femmes et enfants là-bas dans ce même camp de réfugiés. Et tout, nous, on connaît, Iya Gali, passé par Ouagadougou, il a toujours ses villas à Ouagadougou avec Blaise Compaoré et il traitait toutes les armes qui étaient le Burkina Faso pour pénétrer dans le nord Mali. Et on a obligé le Mali à venir faire des accords avec Ouagadougou. Voilà, pour pacifier le nord du Mali. Mais nous, on sait que non, ce n'était pas pour pacifier le nord du Mali, c'était pour obliger l'État malien à diviser le pays en plusieurs parties et donner, par exemple, l'autonomie aux Touaregs. Et là, maintenant, à cette époque, on préparait aussi le projet du Massina malien. Il fallait diviser complètement parce qu'on attendait que l'enjeu se met sur la carte. On attendait aussi que les choses, comment dirais-je, que les Peuls aussi s'engagent. Et de l'autre côté, et aussi ils allaient revendiquer l'autonomie du Massina. Et de l'autre côté, jusqu'à Kaye. À Kaye aussi, les Soninké, on voulait, par exemple, il y avait des... Ça veut dire, il y avait un projet complètement de partition complète du Mali. Et ce projet était piloté dans la sous-région. Le Burkina Faso y pilotait. Il y avait l'Algérie qui y participait. En ce moment, Alassane Ouattara, il vient de monter au pouvoir. Lui-même, il n'avait même pas la même mise, même complètement, même de son propre pays. Et à Bamako, même au sein même de l'élite politique, il y avait beaucoup qui travaillaient dans ce même projet. Si après Blaise Compaoré, il est parti maintenant, l'Algérie a pris la main. Parce que tous les grands chefs djihadistes, bon, disons terroristes même, qui sont descendus, quand tu vas prendre en Sardine, tu prends par exemple toutes les entreprises de crimes qui sont arrivées au Mali, tous ceux qui sont les pilotes, la plupart sont des Algériens. Et on sait pourquoi l'Algérie s'est impliquée. C'est au niveau de l'État. Moi, je ne parle même pas des Touaregs algériens. Je parle au niveau étatique. Pourquoi l'Algérie est impliquée? Parce que depuis 2007, on a donné le bassin de Taoudeni à l'Algérie de faire des prospections. Donc, quand Sonatrach est arrivé là-bas, on fait des prospections et on sait que non, ça va être bien juteux et que le Mali va être désormais un exportateur du pétrole. Ben, on a fait descendre, l'Algérie a fait descendre tous ces chefs djihadistes, les terroristes, les criminels, pour envahir complètement le nord, aller aider les Touaregs. À partir du moment que la lutte est bien, si c'est bien, entre eux, ils allaient partager le gâteau malien. C'est pour revenir, bon, voilà, sur l'incident qui s'est, bon, on dit que c'est l'armée malienne, voilà, un individu qui fait de l'anthropophagie, ou bien c'est ça qu'on l'appelle, non? Ou bien on l'appelle quoi? C'est ceux-là qui mangent la chair humaine. Voilà, franchement, quand tu regardes, voilà, quand tu regardes, en tant qu'être humain, c'est choquant. C'est choquant. Voilà, qu'on puisse voilà, manger. Et puis bon, dans la vidéo aussi, je ne vois pas. Je vois que non, il était en train de profaner le corps. Mais je n'ai pas vu, par exemple, l'acte voilà, de manger, par exemple, des organes. Et la photo, réellement, quand tu regardes la vidéo, c'est choquant. Mais il y a une part aussi qu'on va dire. Tant que nous, on a des criminels qui viennent au nom, par exemple, de la libération du Massina, ils prennent des armes. Et c'est mono-ethnique. Qui viennent, qui détruisent complètement des familles, qui tuent, et ça a engendré des millions de déplacés internes, comme au Mali, tout comme au Burkina Faso. Moi, cet individu, si on l'attrape et on le jugule et on profane son corps, même après l'avoir tué, moi, franchement, je n'aurais pas de compassion envers cet individu. Parce qu'un criminel reste un criminel. Et nous, on ne va jamais accepter que des individus sans loi s'élèvent des petits drogués qu'on a manipulé. Quand je vous prends l'exemple du Burkina, là, celui qui a rentré dans cette grosse manipulation, c'est Malam Diko. Malam Diko est de Djibo. Il allait faire ses études. Chez lui, là, il allait faire ses études en Arabie Saoudite. Quand il est revenu, le gars, il a commencé à faire des prêches. Et les grands dignitaires, les grands marabouts de Djibo qui sont là, il a commencé à les insulter dans ses prêches.
en disant qu'ils sont des cafris, qu'ils sont tant. Petit à petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a eu, par exemple, plus de 200 à 300 talibés qui les suivaient. Et ce sont ces talibés-là qui l'ont fait liaison avec Amadou Koufa du Massina malien. Et ils ont mis en place leur coalition. Quand ils ont fait leur coalition, c'est dans leur zone même proprement. Les viols, les pillages de bétail et les crimes se sont organisés dans le Massina malien et dans le Liptako Gourma au Burkina Faso. Et c'est dans leur zone, et c'est entre eux qu'ils se massacraient. Parce que si Malam Diko arrivait à recruter un vieux de donner ses enfants, et que ce vieux refuse, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le vieux, il ramasse ses femmes, et même Malam Diko a fait tuer même son beau-père, qui est l'ennemi du Liptako. Et il a même abandonné sa femme et ses enfants. Sa femme même est protégée actuellement par l'État burkinabé, la femme de Malam Diko. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est leur projet du Massina. On les a dit, si vous formez une rébellion, on voit que non, c'est une rébellion, comme les Touaregs l'ont fait, et vous cherchez un chef, vous pouvez par exemple négocier avec l'État central. Si vous voulez votre autonomie, il n'y a pas de problème. Mais vous faites votre propre rébellion, c'est encore vos propres parents et les dignitaires même du Liptako, du Massina, vous partez, vous les massacrez. Les grandes familles maraboutiques, quand tu prends dans toute cette zone-là, ont presque tous disparu. Ou d'autres qui ont eu la chance de se réfugier, d'autres sont allés jusqu'en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres, les familles qui sont très riches, sont allées par exemple en Europe, se réfugier là-bas. Donc on ne peut pas défendre par exemple cette idéologie. Parce que cette idéologie n'a pas d'avenir. Et cette idéologie est déjà mort-née. Et là, le fait d'endoctriner des gamins de 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand tu regardes au sein de leurs combattants, et d'enlever une partie de sa communauté pour aller donner aux Touaregs, donner par exemple aux Berbères, tous les chefs djihadistes là, la plupart des Marocains, la plupart des Algériens qui viennent tuer au Mali, mais la plupart de leurs combattants au sein des ACMI, ce sont des jeunes peuls qu'on a ramassés pour aller les donner. C'est très dangereux. Donc nous, on détend cet état d'esprit. Mais il y a des gens, le fait que pour eux, la lutte est devenue ethnique, la lutte est complètement tribale, il faut qu'elle pousse. C'est justement là-dessus que je voulais rebondir. Mais après, je te laisse finir et je vais... Ce soir, tu ne seras pas raciste. Non, Djeneba, moi, je ne suis pas raciste. Moi, j'aime tous les pays, j'aime tous les peuples africains. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Quand les gens poussent la chose de telle sorte que non, moi aussi, oui, je suis un bon moi aussi. Donc, quand on pousse à ce que... D'accord. Voilà. Donc, je suis en train... Il n'y a pas de problème, Bakem. Donc, il y a beaucoup de gens qui se camouflent derrière l'idée parce qu'au départ, avant même la création de l'AIS, les gens pensaient que non, que l'affaire allait prendre, qu'ils allaient avoir réellement un État théocratique, peul qui allait naître. Et nous, on les a dit que non, le projet ne verra jamais le jour. C'est maintenant, par exemple, ils ont buté complètement à leur action. Ils ne pourront jamais avoir même 1 millimètre carré de... Il n'y a pas de problème, Bakel. Oui. En tout cas, Bakel, tu sais bien, parce qu'on entend beaucoup de dingueries. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est avec la création de l'AIS, ils ont vu que non, que le projet est tombé à l'eau. Qu'ils ne pourront pas, parce qu'ils voulaient couper, par exemple, tous les axes d'approvisionnement des États comme le Mali, comme le Burkina Faso, et contraindre les États centraux à négocier. Mais ils n'ont pas pu, par exemple, couper les axes majeurs. Donc, les pays, les capitales sont toujours approvisionnées. Donc, l'échec est complètement cuisant et lamentable avec la formation de l'AES. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la guerre communicationnelle. La guerre communicationnelle pour dire que non, il y a des génocides qui se préparent. Il y a les génocides Peul, il y a les génocides Touareg, il y a le racisme, il y a par exemple du cannibalisme qui s'organise. Non, il n'y a rien. Parce que toutes les communautés vivaient là-bas il y a plus de 1000 ans. Tu connais bien l'histoire, toi, Bakem. Et tu es le descendant même de Cheikh Omar Tal. Et tu connais même l'histoire de Cheikh Omar Tal. Et tu sais, par exemple, même Omar Tal, toi-même, tu sais que non, Omar Tal, sa maman est une Tiam.
Depuis, voilà, merci. Et voilà, sa maman même n'est même pas Peul. Et tu sais, par exemple, comment la sous-région, les ethnies et les différents peuples se font entremêler. On ne peut pas, personne ne peut la Tiam, c'est pas Peul. Sa maman, c'est une Tiam. Moi, je te dis, sa maman est une Tiam. Si je veux même, je vais aller Tiam, c'est pas Peul. Que Cheikh Omar Tal, sa maman même est Dogon. Sa maman est Dogon. Mais vous, en fait, c'est ça leur problème, en fait. On vient en débat, ils veulent toujours mettre l'ethnie dedans. C'est incroyable. Voilà, donc merci Bakem. Je laisse la parole à d'autres personnes. Très simple. C'est juste la... Donne la parole à Cheikh. À Cheikh. En doctrine, voilà, c'est lui. Oui. Parce que Cheikh, il parlait tout à l'heure, ils l'ont censuré. Hein. Moi, je te le dis. Non, il va parler après. Il va parler après, Cheikh. Wa alaykoum salam. J'espère que Faso t'a donné beaucoup d'informations ici. Moi, j'aimerais avoir des sources, justement, pour aller aussi les vérifier et être au même niveau d'information peut-être que toi. Est-ce que tu peux m'en donner quelques-unes, s'il te plaît? Non, faut avancer, ça va créer trop de... Non, je parle de... Non, je parle à Faso. Je parlais à Faso. Non, faut... Vas-y, prends la parole, ça va créer, il va donc comprendre la parole, on va pas s'en sortir. Vas-y, parle. Ok, moi je suis arrivé à la fin en fait de ton live malheureusement et j'ai pas pu écouter tout le développement historique que tu as eu à faire, donc je pourrais pas avoir un avis là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur la troisième partie, pour ce qui est des solutions de l'armée malienne ou de l'État malien, tu as parlé d'une vidéo et j'ai vu que le communiqué parlait d'une vidéo. Et puisque tu étais sur le Telegram, je pense que tu en as vu plusieurs. Et il s'agissait également des personnes qui étaient habillées en uniforme de l'armée malienne. Il y avait d'autres vidéos où c'était des gens qui étaient... Ok. Il y avait d'autres vidéos où... Ok. Donc il y avait d'autres vidéos également où c'était des personnes habillées en chasseurs dogon qui immolaient. J'en ai vu deux. Moi, j'ai pu regarder les deux jusqu'à la fin. Les autres, je n'ai pas regardé. Qui immolaient des êtres humains. Voilà. Donc qui se partageaient en quelque sorte. Il y avait un gars qui avait un plastique comme ça et l'autre je t'ai envoyé un truc, un lien à l'intérieur. Pardon? Et qui les mettait à l'intérieur. Donc il ne s'agit pas que d'une seule vidéo et que l'armée malienne ne parle que d'une seule vidéo justement puisque RFI et comment on appelle les médias internationaux en parlent. Bon, j'espère qu'ils verront les autres vidéos aussi et ils feront des enquêtes là-dessus. En tout cas, pour ceux qui ont des contacts avec eux, faites-leur passer ces vidéos-là parce que c'est suffisamment grave ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, et ça ne se passe pas qu'au Mali aussi. Hein. Il y a aussi pareil. Moi, j'en ai vu aussi pareil des vidéos au Burkina Faso, au nord du Burkina, etc. Maintenant, moi, je trouve que c'est... J'ai entendu le frère Faso parler ici, en fait, de ces peuples-là qui seraient des terroristes, etc. Donc, qu'il faudrait, en fait, leur faire, en fait, des atrocités, en quelque sorte, et tout. Moi, je trouve que c'est absurde. En fait, c'est absurde. Pour moi, c'est complètement absurde, en fait, de penser que au nord, là-bas, il n'y aurait, par exemple, que des peuples. Et même si, supposons qu'il y ait 200, 300, un millier de jeunes peuls à l'intérieur de parmi ces terroristes-là, est-ce que cela justifie que l'armée
que ce soit malienne ou burkinabé, les VDP ou les Dogons, rentrent dans les villages, parce que moi, les vidéos et les photos que j'ai vues, c'est des enfants parfois de moins de 1 an, c'est des enfants parfois de moins de 1 an qui sont tués. Il y a des vieux, des vieillards parfois de plus de 70 ans qui prennent une balle dans la tête, etc., des femmes et tout. Est-ce que cela justifie qu'on rentre dans des villages, dans des villages pour exterminer ces populations-là? Non, je ne pense pas que cela justifie qu'on rentre dans les villages parce que soi-disant on aurait vu quelques jeunes peuls ici armés et en train de tuer d'autres personnes. Je ne pense pas que cela justifie. Je pense que l'armée malienne ou l'armée burkinabé est l'armée de tout le Mali ou l'armée de tout le Burkina. Ils n'ont pas armé des milices qui vont tuer des populations complètement démunies ou alors rentrer eux-mêmes avec ces milices-là et exterminer des populations et s'en vanter. Voilà. Donc, puisque malheureusement, je n'ai pas vu tout ton développement historique là, malheureusement, je ne peux pas revenir là-dessus. Et je vais laisser la parole du coup. Mais Faso, moi j'aimerais avoir tes sources parce que ça m'intéresserait quand même de les lire et d'être au même niveau d'information que toi parce que tu as donné beaucoup d'informations ici. Ouais, oui, la petite source, vous pouvez aller taper, checker. On vous a dit, ça va créer des ordres. Il y a des gens qui attendent. Non, c'est juste une phrase. Non, mais terre, on discute ici pour... Non, regarde, c'est un débat d'idées. Il a des informations que moi je n'ai pas. Non, je lui donne. Il a des informations que je n'ai pas. Oui, mais il peut te donner ça. J'aimerais avoir ces informations. Terre de Berny, il faut arrêter de parler. Terre de Berny, oui et non. Endocrine, vous pouvez aller regarder, vous pouvez aller taper Malam Diko, Burkina, ou soit vous tapez Ansraloun. Voilà, Ansraloun Djibo. Vous pouvez aller lire, ou soit vous pouvez même aller directement sur YouTube. Vous allez voir tous les grandes familles Peul de Djibo, voilà, qui te parlent de Malam Diko. Et puis même, il parle en langue poulard. Si tu comprends la langue poulard burkinabé, du Massina en général, tu vas le comprendre très bien. Ils vont t'expliquer qui est Malam Diko et tu vas savoir quelles sont, par exemple, les atrocités qu'il a fait au niveau de sa propre communauté. Moi, je ne parle même pas d'autres ethnies, sa propre communauté. Et tu vas te faire une idée. Voilà, c'est justement là-dessus que j'ai envie de rebondir. Voilà, merci. On peut parler aussi. D'accord, merci. Je vais aller voir ça et on en reparlera. Kagoro 123. Oui, je lui salue à tout le monde, surtout à Bakem. Donc, mon intervention ici a d'être dans le cadre historique, mais ça a tourné sur le côté politique. Donc, la température va augmenter. Et donc, notre intervention ici sera un peu inutile, d'autant qu'on ne peut pas mélanger la pédagogie et la politique. Bon, il avait seulement quelques suggestions que je voulais poser à Bakem, comme quoi il avait des précisions à mettre, surtout au niveau de Niani, la capitale, soi-disant, du Mandé. Donc, quand ça a été fondé et par qui, donc il a toujours des études là-dessus, mais toutes les histoires qu'on a lues avant, c'était que c'était la capitale de l'Empire mandin. Bon, à l'heure actuelle, il y a toujours des discussions là-dessus, donc il faut qu'on rétablisse l'ordre dans ça. Tout d'abord, Niani a existé bien avant l'arrivée de Sunyata. On sait cela parce que l'histoire tourne autour de son père qui résidait là-bas. C'était à Djadjala, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut remettre en ordre pour qu'on ait une histoire qui est réelle et vraiment logique au lieu d'aller toujours dans des controverses. Niani, c'était le Kagoro, d'après l'histoire même de, Wakami Soro. Je crois que tu as bien lu dans ses livres. Donc, Niani a été fondé par des Kagoro, c'est les Kamara. Surtout dès longtemps, et surtout le dernier, ou le dernier et le premier à être bien connu et célèbre, c'était, comme on l'appelle, Kara Niani Mansa, ou bien on l'appelle Maransa Kara Niani. Bon,
Tu sais l'histoire de ça. Lui, il a mené même la résistance contre Suyata. Parce qu'après la réunification du royaume, donc Wanyan Karmansa avait refusé d'adhérer à la Confédération. Donc il fallait des expéditions pour le déguerpir et avec des superstices pour arriver à sa démise, mais ça a été un combat sanglant et c'est à l'issue de ça que Fakoli avait gagné son autorité, surtout le Djanjo, la musique Djanjo, lui a été avoué. Bon, ça c'est une petite histoire. Ben, comme c'est tourné au niveau des politiques, donc on va en laisser la main. Il avait des noms que vous avez cités à l'arrivée de Dinga, comme quoi certains noms de famille y figuraient. Je crois qu'il avait un rajout, parce que certains noms comme Batili, Simara n'étaient pas là à l'avènement de Dinka. Donc c'est des noms tardifs. Ce que je peux dire, bon, comme on n'est pas là aujourd'hui, ouais, je parle de ça. Même à leur établissement, le nom Simara et Batili, bon, ça, c'est des noms tardifs. Ouais. Bon, peut-être ils avaient d'autres noms qu'on a recollés à l'origine, mais non, c'est des noms récents. Bon, donc, c'était une petite précision seulement. Bon, je voudrais qu'on est dans le cadre historique. Donc, mais la politique, il faut essayer de modérer ça pour que les tensions diminuent. Bon, sur ce, je vous dis bonjour et merci beaucoup. Bah. Oui, c'est... Moi, j'ai essayé de parler, on m'a coupé. C'est à bas de parler. C'est à moi de parler ou pas? Ouais, moi, j'ai essayé de parler, mais je veux juste conclure. Juste pour conclure, comme on m'a coupé, je vais juste conclure rapidement. Je ne vais même pas revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, tu as vu ton live, je l'ai suivi depuis le début. Il y avait trois aspects, un historique, un où tu parlais de Mamadou Koufa et un autre où tu parlais de politique. Donc, il n'y avait pas que la partie... Voilà, il n'y avait pas que la... Non, parce que comme la personne qui vient d'arriver, elle parlait en disant qu'il n'y avait qu'une partie historique. Non, il y avait aussi une partie politique. Mais c'est là où je voulais en venir et surtout, souligner ça. C'est-à-dire que dans la partie politique, il y a un endroit où il faut faire très, très, très attention, c'est de ne pas essentialiser les gens. Parce que j'ai écouté tout le live et dans tout le live, j'entends les Peuls, les Dogons, les Bambara. Il ne s'agit pas de Peuls, de Dogons ou de Bambara, il s'agit de groupes rebelles armés. Groupes rebelles armés ou de groupes terroristes. Parce que parmi ces terroristes, il n'y a pas que des Peuls. Il y a aussi des Bambara, il y a toutes les ethnies. Et là, en fait, on rentre dans le piège de nos ennemis, on va dire, impérialistes, qui essayent de transformer notre lutte en une... Les termes sont très précis. Il faut faire attention aux termes, ils sont importants. Et c'est justement le but de nos ennemis, c'est de transformer nos problèmes en problèmes ethniques. Alors que ce n'est pas du tout un problème ethnique. Le problème ethnique, il a été réglé depuis l'époque de Sundiata. Voilà, il n'y a pas de problème ethnique au Mali. Je vous rappelle que là, dernièrement, il y avait une vidéo de terroristes là qui ont attaqué, je ne me rappelle plus si c'était une base, et il y a une de leurs vidéos qui a fuité. Parmi tous ces terroristes, il n'y avait que des Bambara dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo qui a fuité, où on les entendait parler en Bambara de la préparation de leur attaque et tout, etc. Dedans, il n'y avait que des Bambara. Donc, quand j'entends les Peuls terroristes et tout, etc., et aussi pour préciser la Katiba Massina, parmi... Oui, mais là, c'était des vrais Bambara. Au Mali, moi, je te dis que quand un Soninké parle Bambara, quand un Peul parle Bambara, je veux te dire, lui, c'est un Peul, lui, c'est un Soninké. On sait, on se connaît. On se connaît. Quand tu entends un Bambara parler Bambara, tu sais que c'est un Bambara. Quand tu entends un Maninka parler Bambara, tu sais que c'est un Maninka. Quand tu entends un Peul parler Bambara, bref, on se connaît. On connaît notre pays, on sait la façon de parler. Les gens qui ont été filmés dans la dernière attaque, c'était des Bambara. Et pour rebondir là-dessus, la Katiba Massina, les gens qui massacrent le plus, ce sont des gens de leur propre communauté des Peuls. Donc ce serait une erreur de dire que c'est une histoire de Peul contre Dogon, alors Dogon contre Peul ou quoi que ce soit, ou ceci, cela. C'est pas du tout ça. Et ça, c'est le but de nos ennemis, on va dire impérialistes. C'est de transformer ça en guerre ethnique, comme ça a été fait en Somalie à l'époque.
Tout le monde sait très bien ici que la femme de notre président, c'est une peule. On sait aussi qu'il y a des ministres peuls dans le gouvernement malien. On sait aussi qu'il y a des peuls dans l'armée malienne, etc. Il y a des peuls parmi les terroristes, il y a des peuls parmi les groupes, on va dire, gouvernementaux. Donc, il faut faire très attention au vocabulaire qu'on emploie et éviter d'essentialiser, de parler de peuls, les dogons, les ceci, les cela. C'est pas du tout ça. C'est juste ce que je voulais dire. C'est juste ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Bonsoir, parce que tout à l'heure j'ai dit bonsoir, mais personne ne m'a répondu. Bon, moi je vais axer mon intervention sur l'intervention de Faso. Faso, dans son exposé, il nous a expliqué qu'il y avait un plan préétabli qui visait la division du Mali et qui était chapeauté par l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, qui faisait entrer des armes au Mali. Justement, c'est très important, comment dirais-je, de ne pas essentialiser ce conflit. Parce que personne ne dit, comment on appelle ça, avec les moyens qu'il avait, Blaise Compaoré, mais personne ne dit de nos jours que ce sont les, comment on appelle, les Mossi qui ont parrainé le terrorisme dans la région. On n'accuse pas les Mossi parce que le président de l'époque, c'était Mossi, qui avait tous les moyens de l'État et qui finançait cette déstabilisation du Mali. Et en même temps, il y avait des Maliens à l'intérieur du Mali qui n'étaient pas du tout peuls et qui participaient pour la partition du Mali. Mais maintenant, de nos jours, avec ce conflit, il y a des Maliens généralement qui essayent de faire un lien entre Peul et terrorisme parce que c'est Amadou Koufa, je ne sais pas, qui est le chef, je ne sais pas, du Katiba di Massina. C'est pourquoi c'est important de s'informer. Moi, quand même, depuis que j'ai écouté depuis que j'ai commencé à écouter Soham Keïta, c'est la première fois que j'apprécie son intervention, puisque lui-même, il participe à cette propagande qui vise à essentialiser les Peuls dans le terrorisme. En ce qui concerne le problème du nord du Mali, moi, je ne veux pas défendre, je ne vais pas faire l'avocat de l'Algérie, mais l'Algérie n'a aucun intérêt à aider les Touaregs à devenir indépendants. Il faut comprendre la géopolitique de la région. Les Touaregs de l'autre côté. Je suis pas du tout d'accord avec toi, mais je te laisse développer. Comment? Ici, on coupe pas des... Ah, tu peux te laisser terminer. En même temps, quelqu'un qui traite les autres ethnies de mangeurs. Je sais que avec toi, tu as une prédisposition. Dès que tu entends un peu là, ça te on va montrer des captures tout à l'heure. On va montrer des captures tout à l'heure de tes propos. Si tu veux. Donc voilà, vas-y, descends ta potée. Et voilà. D'accord. D'accord. Oui, donc à titre historique, je dois rappeler ça, que depuis 1958, d'ailleurs, les Touaregs, ils ont manifesté, comment dirais-je, leur volonté d'être indépendants du Mali. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas du Mali parce qu'ils avaient écrit une lettre au général de Gaulle de l'époque, mais ils n'ont pas. Bon, les Français, d'ailleurs, puisque moi je vois souvent que les gens essayent d'accuser comment dirais-je, l'Algérie ou je ne sais pas qui, ce sont ces pays-là qui n'ont pas intérêt à ce que ce soit la France, que ce soit l'Algérie, qui n'ont pas intérêt à ce que les Touaregs deviennent indépendants. Parce qu'ils ne veulent pas créer un précédent Touareg dans la région, parce qu'ils savent que c'est-à-dire l'autonomie ou l'indépendance de ce peuple-là va engendrer automatiquement un effet domino dans la région. C'est pourquoi ils ont toujours empêché. Ce n'est pas l'État malien en tant que tel qui connaît le dossier de ce dossier, ce n'est pas l'État malien en tant que tel qui empêche ça. L'État malien est en train de jouer un rôle. Parce que absolument pas du tout. Ils n'ont aucun intérêt, ils ne veulent pas aussi.
Ils vont d'autres utiliser les Mali, peut-être ces Touaregs-là pour titiller un peu l'État malien, voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils veulent que ces gens-là deviennent indépendants. Ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas. Et même les Touaregs même ont compris ces derniers temps que leur principal ennemi se trouve au nord, plutôt au sud. Donc moi, en ce qui concerne ce sujet-là, moi, ce que je veux dire ici, il faut que les gens arrêtent d'essentialiser. Parce qu'il y a j'ai l'impression que dans ces conflits-là, il y a une essentialisation grave de ce conflit parce qu'il y a une velléité déjà pour, comment on appelle ça, si vous me le permettez, pour génocider le peuple. Parce que les gens savent que eux-mêmes,